Bonjour Rachel Kahn. Bonjour. Vous êtes essayiste, votre livre Racé a eu beaucoup d'écho et là, vous nous surprenez avec une partie de campagne. Alors, avec l'illustration de Xavier Gors, la présidentielle à laquelle vous avez échappé aux éditions de l'Observatoire. Vous nous y racontez de l'intérieur et visiblement très bien informé comment se passe une campagne électorale. Oui. C'est terrifiant quelque part, presque comique même. Oui, moi j'avais vraiment envie de m'amuser. Je crois qu'on est dans une période au niveau contexte international, européen, africain, et puis on sort de la pandémie aussi, et puis on sort aussi de cette campagne électorale extrêmement difficile, extrêmement violente. J'avais envie de m'amuser et c'est vrai que j'ai adoré travailler avec Xavier Gors pour nous montrer les coulisses d'une campagne, parce que moi c'était là, au fond, la 5e campagne que je fais de l'intérieur, avec tous ces passages obligés finalement, et puis ce qui m'a amusé, c'était d'être dans la peau d'un candidat, donc ce Guy Marchand, qui est un homme blanc de plus de 50 ans. Guy Marchand avec un T, non pas le chanteur qui a un D à la fin. Exactement, c'est notre anti-héros en fait. Il ne part avec aucun parti politique, un peu désabusé par le fonctionnement des partis politiques, il part tout seul. Et moi, ce qui m'amusait aussi dans ce contexte, c'était de me mettre dans la peau de ce personnage, homme blanc de plus de 50 ans, qui part en campagne avec toutes les idéologies qu'on peut avoir aujourd'hui, à la fois... qui nous essentialise finalement. Et lui, il parle avec son espoir, son espoir pour la France. Il y part un peu la fleur au bout du fusil. Et j'avais envie de m'amuser aussi avec ces passages obligés d'une campagne électorale qui me semblent parfois très décalés de la réalité. C'est-à-dire, par exemple, il faut se trouver un conseiller, les conférences de presse, le clip de campagne, les poignées de main, les slogans, le marché, le meeting, les éléments de langage, le budget, les pourcentages, les sondages, les réseaux sociaux. En fait, toute cette mécanique-là. Et c'est vrai que Guy Marchand, lui, un jour, il a un sursaut. Il est devant la glace, il se rase, il se dit... Je suis la France, allons-y. Et il s'entoure en fait d'une bande de copains qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui très vite se mettent dans la peau de leur personnage. Et on a une directrice de la communication, Valérie, qui, elle, a un livre qui s'appelle « La campagne électorale pour les nuls ». Et en fait, elle lui impose de respecter très précisément tout ce qu'il faut faire pour accéder à la victoire pour une campagne électorale. Alors, c'est une sorte de désenchantement. Alors, racontera pas ce qui se passe. L'un des enjeux, c'est de finir à plus de 5% à la fin pour pouvoir être remboursé. En lisant le livre, on saura s'il y arrive ou pas. Oui. Hein c'est un enjeu. C'est un enjeu alors, qui est très pris en charge par Gérard, qui s'occupe des finances et des comptes et qui vient faire des points très régulièrement au QG de campagne avec l'équipe de campagne. En fait, chacun, et puis Maxime, lui, il est véritablement, passionné de politique, sur notre patrimoine historique de la politique. Alors évidemment, il y a des clins d'œil à Valéry Giscard d'Estaing, notamment dans le titre, mais aussi à Mitterrand, à Raymond Barre, à Georges Marchais. Une partie de campagne, c'était le titre du film qu'avait fait Raymond Depardon sur la campagne de Giscard en 1974. Absolument. Et dans le même mouvement, le titre du roman de Guy de Maupassant. Oui. Alors, il y a beaucoup de faits vrais là-dedans. Avouez, Rachel. Bien sûr. Beaucoup de choses vous avez dissimulées, mais tout ça est inspiré de la réalité. Ah mais oui, de la réalité. Et une nouvelle fois, peut-être... C'est vrai que les années passent et j'ai pas le sentiment que les campagnes changent. Et au fond, c'est un livre qui interroge le fait que, de cette dichotomie presque entre les citoyens, nous, et puis ces personnes qui font des campagnes avec ces figures imposées et où finalement... la cellule riposte, on perd beaucoup d'énergie en fait à riposter, alors même qu'il y a des vraies ripostes aujourd'hui qui sont évidemment le pouvoir d'achat, l'environnement. Toute cette énergie, cet argent perdu en fait au fond dans le fonctionnement d'une campagne alors qu'on est sur des réalités, c'est aussi particulier comme séquence, pour parler comme Valérie. Oui, voilà. Oui, c'est parce que il y a un langage comme ça, une façon de parler. Et tout ça, effectivement, vous le dites, est décalé, Rachel, de la réalité, du vécu des gens. Oui. Ce qui peut être grave quelque part. Là, on rit, on s'amuse beaucoup, mais quelque part, c'est grave, au fond, ce constat. Non, mais le sous-titre, pour reprendre Alain Chamfort, c'est « Souris puisque c'est grave ». C'est vrai que je me suis amusée avec tout ça, mais au fond, moi, ce qui me fait peur, c'est comment on nous pousse, mais peut-être inconsciemment, à l'abstention. En fait, on pousse les citoyens à ne plus véritablement s'engager, on les pousse à ne plus s'impliquer,
tellement on a l'impression d'un jeu politique qui ne correspond plus à ce que nous vivons, à nos intimités, à nos désirs, à l'envie aussi de continuer de bien vivre ensemble et de se réparer. Ceux qui font campagne, finalement, se répondent les uns les autres avec les cellules ripostes. Oui, un jeu, en fait. C'est un jeu obligé avec chacun son rôle. C'est une partie. Ouais. C'est une partie, sauf qu'en fait, on parle de la vie des gens. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, et des vrais gens, comme dirait. Oui. Voilà. Donc derrière, c'est un appel aux hommes politiques. Vous dire, en fait, vous diriez à Emmanuel Macron qui doit lire ce livre. À tous les responsables. Pas qu'Emmanuel Macron, mais oui, à tout. Vous le connaissez, Emmanuel Macron. Bien Axel. sûr, oui. D'ailleurs, j'ai fait la campagne pour la majorité présidentielle, mais ça ne m'a pas empêché, avec cette liberté de parole que je m'offre, d'écrire ce livre, parce que c'est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait couper cette rupture entre le haut et le bas, entre les institutions et les citoyens. Elle est extrêmement dangereuse. Et puis il y a des gens avec des dogmes, des idéologies délétères qui finalement nous détournent de la démocratie. Lorsqu'on ne peut plus débattre avec des gens, lorsqu'on n'est que dans une séquence pour pouvoir gagner, alors même qu'il faudrait qu'on se donne vraiment main dans la main. Je pense par exemple à l'Ukraine, je pense à l'Europe. Il faudrait qu'on soit tous main dans la main avec une ambition commune en fait pour la paix notamment, mais pour aussi d'autres choses, le pouvoir d'achat, cette jeunesse qui parfois n'a plus rien à bouffer. En fait, c'est ce décalage-là. Et c'est vrai que c'est des messages que je dis avec humour, avec Xavier Gorce, mais c'est une alerte. Oui. Oui. C'est-à-dire aussi une façon de dire il faut faire de la politique autrement. Bien sûr. Ou alors il faut faire de la politique, peut-être en écrivant des livres, faire de la politique en faisant autre chose que de la politique. Exactement. En tout cas, quand je pense à votre livre, je disais Racé, bien sûr. C'est aussi une façon de faire de la politique. Ah, mais plus que jamais. C'est-à-dire que ces livres-là, mais tout ce que j'écris, ou même lorsque je joue, pour moi, je le fais pour la politique, en ayant en tout cas l'ambition, la volonté. Je tente de pouvoir réveiller certaines choses. Et c'est vrai que dans Racé, ça a été très fort parce que je touchais en fait quelque chose qui était lié à l'identité, de dire en gros, la liberté ne vaut rien, l'égalité ne vaut rien sans la liberté. Et donc, parce que certains militent pour l'égalité, mais vous empêche d'être libre. Donc c'est ce que j'ai dit au fond dans Racé, au regard de votre couleur de peau. Et là, dans une partie de campagne, finalement, je me dis, mais comme Victor Hugo le disait, souvent le fond rejoint la forme. Donc ça veut dire que si cette forme-là, c'est une forme qui vaut pour tous les partis, parce que tous les partis font finalement la même campagne, avec le QG, les affiches, les tracts, les marchés, le meeting. Donc ça veut dire quelque chose. Normalement, quand on n'est pas d'accord, même dans la forme, ça se ressent. Voilà. Oui. Ça veut dire que, par exemple, demain, un ministre, peut-être qu'on vous proposera d'ailleurs de l'être, un jour, devrait faire autre chose. Devrait faire de la politique autrement. Devrait dire, moi, je veux pas, comme ça, cette espèce de jeu de massacre un peu vain, en fait. Oui, vain, parce qu'on perd beaucoup d'énergie, on perd beaucoup de temps. Les bruits de couloir, les trahisons, il est temps. Il est temps parce que, ça fait plus de 30 ans, 40 ans, et je pense que les gens sont tout à fait conscients de ça. Les magouilles internes, les triangulations, les instrumentalisations, tout ça nous détourne au fond de la politique, qui est quelque chose d'extrêmement noble. Quand on reprend, quand on se remémore les Victor Hugo à l'Assemblée, des choses extrêmement authentiques et profondes, et les citoyens étaient aussi dans une forme d'émerveillement. Si on n'arrive plus à créer un désir et de l'émerveillement en politique, alors c'est triste pour la démocratie. Oui, mais alors à la place, ça risque d'être la violence. Parce qu'il y a déjà la violence. Bien sûr. Il y a le combat politique extrêmement violent. Exactement, extrêmement violent, via aussi les réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, on se permet, puisque sur les réseaux sociaux, finalement, l'objectif, c'est de faire taire, c'est de détruire la parole qui est en face, avec vraiment une forme de bazooka en 280 signes. Aujourd'hui, on voit bien que cette manière de fonctionner arrive maintenant sur le terrain, arrive en politique. Et en fait, on est dans une déconstruction, là pour le coup, qui est totale, une déconstruction de la démocratie. Normalement, la politique, c'est très précisément la guerre par d'autres moyens. Donc trouvons les moyens. Et moi, j'ai choisi le moyen de l'amusement et de l'humour
d'avoir aussi cette autodérision par rapport à moi-même, parce que voilà, je suis aussi en politique, et d'avoir ce regard en fait sur les institutions, les députés, les fonctionnements comme ça, qui sont finalement une forme d'entre-soi qu'il faut réinterroger profondément. Oui. Ça ne veut pas dire que la politique, ça ne sert plus à rien. Ah non, au contraire. Ça veut dire qu'il faut la faire autrement, qu'il faut réinventer quelque chose. Réinventer et surtout être dans cette authenticité. Dans quelque chose, une pensée profonde, pour continuer à donner du sens. Parce que la violence, finalement, elle ne donne plus de sens. La violence, c'est juste détruire. Mais comment trouver des solutions aujourd'hui? En plus, on a des enjeux au niveau du développement durable, qui n'est pas simplement que l'environnement, mais sur les données économiques, sociales, environnementales, culturelles. On a des choses qui se tressent. On a toutes nos interdépendances au niveau planétaire, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe. Tout est extrêmement complexe. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner avec des vieilles méthodes, un peu ce que j'appellerais la politique à papa. C'est fini. Oui. Alors moi, je lis les journaux, la presse. J'ai lu parfois, ah tiens, Rachel Kahn pourrait faire partie d'un gouvernement. Vous l'avez lu aussi? Moi, je l'ai lu parce qu'après, ça me revient. Ça vous revient? Ça me revient un peu comme ça. Vous voyez comment je vous pose la question très indirectement. Non, alors moi, j'étais très étonnée. Dans le même mouvement, c'est toujours très honorifique pour l'ego. Mais je ne sais pas. Il ne faut jamais insulter l'avenir. Après, la question ne m'a pas été posée. Mais moi, je sais que je continue la politique comme je sais la faire aujourd'hui, avec des livres, en parlant aux jeunes, en parlant aux détenus, en parlant à nos aînés, en allant voir sur tout le territoire. Je sais que je fais de la politique. Oui, mais si on vous dit, on veut que vous restiez ce que vous êtes, et on vous donnera une grande liberté, vous dites oui. Oui. Si la question m'est posée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais une nouvelle fois, ce qui m'anime, moi, c'est d'atteindre des objectifs au quotidien, de pouvoir remettre en question, de douter, de ne pas être dans le dogme, d'avoir ma liberté de parole pour pouvoir un maximum toucher les gens directement. Alors si c'est ça le gouvernement, pourquoi pas? Mais tout ce qui a trait, moi, à nos humanités, à l'universalisme, à notre devise républicaine avec la laïcité, je suis à fond dedans tous les jours. Oui, même si, et c'est vrai, vous prenez des coups. Il faut être courageuse, quoi. Parce que vous savez déjà, vous allez en prendre plein la figure. Oui. C'est dur, enfin, je veux dire, s'engager là-dedans. Alors oui, c'est vrai, mais quand on croit à sa loi fondamentale, qui est notre Constitution, quand on croit à notre devise républicaine, à nos droits fondamentaux, à notre patrimoine universaliste humaniste, finalement, on se dit qu'on prend des coups, mais c'est pour quelque chose, c'est quelque chose que nos ancêtres ont travaillé. Après, ce qui est le plus dingue, c'est certain de faire croire que notre loi fondamentale est d'extrême droite. Finalement, c'est la petite musique qu'on entend, c'est-à-dire que quand on défend la laïcité, par exemple, on serait d'extrême droite. Moi, je trouve ça très malveillant, très pervers. Très pervers. Et surtout, ça veut détruire une parole qui, aujourd'hui, au sein de l'Europe, est absolument nécessaire. Notre démocratie, c'est le cœur de notre démocratie. Il faut le défendre bec et ongle. Je ne sais pas si c'est du courage, vraiment. Je crois que ça vient de ce qui m'a été transmis aussi et ce que je veux transmettre aux plus jeunes. L'émancipation, la méritocratie, plutôt que la victimocratie, la destruction et la vengeance. Oui, mais parce que peut-être, on va dire, votre couleur de peau vous renvoie du côté de la victimisation. Vous dites que vous n'êtes pas dans le bon camp. Donc voilà. Ça, va vous... Oui, alors voilà. Donc en fait, c'est par rapport à ma couleur de peau, je ne pourrais pas penser. Je ne pourrais pas écrire de livres. Mais ça, c'est raciste. C'est profondément raciste. Et même quand on me dit, donc, à l'extrême droite, je suis négresse, à l'extrême gauche, je suis négresse de maison. En tout cas, le socle commun, c'est d'être négresse, donc de vous renvoyer à votre couleur de peau. Moi, je commence à en avoir assez, et notamment pas par rapport à moi, mais par rapport à ce qu'il faut transmettre aux plus jeunes. Comment il faut qu'ils prennent le goût du travail, le goût de reprendre en vrai leur vie en main, et surtout d'échapper à des dogmes qui peuvent les tuer, ce dogme-là peut tuer. Ouais. Et bon, si les gens ne sont pas contents et leur seul argument c'est de dire que vous êtes de l'extrême droite, c'est un peu pauvre. C'est pauvre.
Ouais. Mais vous êtes toujours prêt à aller sur des plateaux de télé, affronter dans des débats virulents. Oui, en fait, Ouais. c'est peut-être la manière de faire entendre sa voix. C'est vrai que dans les luttes antiracistes, et moi je suis profondément, enfin mon travail contre les discriminations, quel que soit le motif, contre l'antisémitisme évidemment, il faut que je m'exprime. C'est comme ça qu'on lutte contre les discriminations aussi. Enfin, surtout. Peut-être, surtout, en parlant, en disant ce qu'on a dans la tête. Les esclaves, ils n'avaient qu'une volonté, c'était de pouvoir parler librement. Et moi, c'est ce que je revendique. Si on veut me mettre des chaînes et que je sois finalement dans une prison, dans une identité carcérale, c'est totalement l'inverse de nos principes fondamentaux républicains. Donc, je m'exprime librement. Oui. Voilà. Et donc, vous ne vous laisserez jamais faire? Jamais. Jamais? Non, non. Et puis, en plus, je n'ai pas le droit. Vous savez, par rapport à mes parents... évidemment, je le répète souvent, mais je n'ai pas le droit. Mon grand-père était rescapé des camps. Mon père est né du côté de Diourbel, d'Iarem au Sénégal. Il n'y a toujours pas grand-chose. Aujourd'hui, mes tantes vivent sous des températures qui sont infernales. On est dans les 42 degrés. Je n'ai pas le droit de baisser les bras parce que certaines personnes veulent me faire taire. Nous sommes dans un pays libre, démocratique, et surtout, on a tellement, moi, à 45 ans, j'ai beaucoup à transmettre à nos plus jeunes générations. C'est ça le développement durable. Parce que il n'y a pas d'égalité sans la liberté. Merci. Merci à vous. C'est Rachel Kahn qui témoignait aujourd'hui. Et c'est ce livre, une partie de campagne, avec de l'humour, Oui. avec les illustrations de Xavier Gors et cette présidentielle à laquelle on a échappé, j'allais presque dire heureusement, ou malheureusement, on en vivra d'autres. Oui. Merci beaucoup, Rachel. Merci à vous.